Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray de l'émission Occident. Je suis content de vous revoir aujourd'hui, avec un beau temps, un beau soleil. Alors aujourd'hui on va recevoir une personnalité qui n'était plus reparue dans les médias depuis quelques temps. On va parler du fondateur du Parti conservateur du Québec, M. Luc Harvey. Alors bonjour M. Luc Harvey. Bonjour Éric. Bonjour, on est content de vous recevoir. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas devant les écrans, ou derrière les écrans on va dire. Devant, ouais, je suis peut-être plus derrière ou à regarder comme observateur, effectivement. Vous êtes quelqu'un de toujours très occupé. Oui. Donc on va revenir un peu sur votre histoire. Alors il faut rappeler quand même, pour certains, peut-être qu'ils l'ont oublié ou qu'ils ne le savent pas, c'est que vous avez été député conservateur du comté de Louis-Hébert. Vous pouvez sous l'époque de Harper, vous pouvez nous raconter 2 minutes ce que vous avez fait à cette époque-là? Ah, bien, écoute, c'était au moment où le Bloc québécois était très fort et puis j'avais eu certaines frustrations sur certains dossiers concernant le sport régional dans la région de Québec où il n'y avait pas d'infrastructure sportive pour les enfants. Et j'avais approché le Bloc québécois pour faire avancer des dossiers. On m'avait fait des belles lettres pour me dire à la fin que si je voulais faire avancer le dossier, mais que je devrais aller à Montréal rencontrer Jean Lapierre, parce que si eux touchaient au dossier, cela n'allait pas fonctionner. Donc, suite à ça, j'ai décidé que ça prendrait au moins un candidat qui ferait de l'allure. J'avais approché à l'époque M. Claude Gauvin, qui est un des associés principaux chez Raymond Chabot à l'époque. Il m'avait dit oui, et puis, mais les élections n'avaient pas été déclenchées tout de suite. Donc, lorsqu'il est venu le temps que les élections soient déclenchées, eh bien, je recontacte Claude, et puis Claude me dit que finalement, il ne serait pas candidat. Donc, n'ayant pas eu de plan B, ben, c'est moi qui est devenu le plan B. Je me suis présenté, j'ai gagné les élections. Je me suis beaucoup amusé. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé mon expérience et j'aimerais bien y retourner un jour si jamais l'occasion se présente. Et alors, vous avez le goût des gens parce que vous êtes un homme de contact, un homme de vision, mais aussi de contact. Et vous avez participé et même été à l'initiative de la reconstruction du Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce qui vous a pris comment ça se fait qu'après avoir été député, donc conservateur, vous vous êtes dit il manque un Parti conservateur au Québec? Effectivement. Ben, écoutez, c'est de donner l'opportunité aux gens de voter parce que finalement, le Parti conservateur au Québec, c'était le Parti libéral. Et puis, de présenter un parti conservateur, c'était pas très populaire à l'époque. Même que le Globe and Mail avait dit qu'il était beaucoup plus facile de dire qu'on était gay que de dire qu'on était conservateur au Québec. Ça, c'était à l'époque qu'ils avaient dit ça. Oui, moi, c'est mes valeurs. Les valeurs passent avant tout. Et puis, oui, ça coûte cher parfois, mais au moins, je vais rester intègre tout le temps par rapport à ça. Alors, comment vous avez décidé de créer, vous avez créé une équipe en 2012, vous avez été quand même pionnier, à ce moment-là vous étiez un peu isolé, vous étiez seul, et comment vous avez pu avoir l'idée de créer ce parti, comment c'est venu? Bon, écoutez, à l'époque, je parlais beaucoup avec Daniel Petit, je parle encore beaucoup avec Daniel Petit, et il y avait Jeff Mant, qui lui aussi voyait l'opportunité d'arriver avec le Parti conservateur. On avait discuté, il y avait également Richard Descaries, il y avait toi aussi, Éric, qui est apparu quelques temps plus tard. Donc, il y avait un groupe qui avait fondé le Parti conservateur, mais il avait gardé le nom, mais qui n'en faisait pas la promotion. Il n'y avait rien qui se faisait avec eux autres. Donc, j'ai personnellement racheté le nom et la structure de l'époque pour en faire un vrai parti politique et se présenter aux élections. Bien sûr qu'en 2012, il y a eu une élection au mois de septembre. On a commencé au mois d'avril, donc vous comprendrez qu'il y avait très, 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 très peu de préparation qu'il y avait.
qui avait Quand même 60 candidats. Il y avait quand même une soixantaine de candidats. effectivement, mais ça, c'était au prix de beaucoup de travail, et tu le sais très bien, Eric. Et puis, bon, ben, j'ai réussi à faire la campagne électorale avec mes 2 cartes de crédit. Et ça a été ça. Ça a été l'aventure. Bon, un peu décevant comme résultat, mais compte tenu du temps qu'on avait eu pour se préparer, c'était, somme toute, quand même assez acceptable. J'espère qu'au moins un jour prochain, les actuels leaders, on parle d'Éric Duhem, hein, parce qu'après c'est Adrien Pouliot qui a pris la suite en 2013, donc j'espère que les futurs responsables penseront à revenir vers toi pour te remercier de ce que tu as fait. C'était important de le rappeler, quoi. Alors, suite à ça, donc, vous avez quitté le Parti conservateur du Québec et vous êtes investi dans des organismes très intéressants et importants, donc à l'UNEF, United Nations Federation, comme pour travailler sur la protection des droits de l'homme. Et Ouais. puis, vous avez aussi un autre, disons, un autre statut, c'est une sorte d'ambassadeur ou de gouverneur pour lutter contre les crimes économiques à la World Organization Economy and Technology. Ça vous a permis de voyager beaucoup. Oui, effectivement, là, ça m'a permis de découvrir le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et puis pratiquement la totalité de l'Afrique. Ça a été très intéressant. Je ne peux pas parler beaucoup de ce qu'on a fait parce que c'est quand même un peu sensible. Mais qu'est-ce que je faisais? On a surtout travaillé sur la lutte sur le blanchiment d'argent et la fabrication de fausses monnaies. Les droits de l'homme, en 2017, c'est quelque chose comme 200 millions de dollars en fausses monnaies qu'on a retiré du système. Et puis, on avait mis quelque chose comme 320 personnes en prison. Donc, ça, c'est 2017. On a travaillé vraiment sur des dossiers très intéressants. C'est de l'adrénaline. Eric, là, c'était fou. Là. C'était vraiment fou. Sur quel continent en particulier? L'Afrique, l'Orient, l'Asie? L'Asie, j'y suis allé, mais c'était pas pour le cadre de WET ou le Kosovo, par exemple. Le Kosovo, c'était suite. Le Kosovo. C'est qu'il y a un des sièges de WET qui est situé au Kosovo. Donc, j'ai été transféré par la suite au Kosovo. Alors, la lutte au crime économique, mais aussi les droits de la personne, les droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il y avait c'était quoi votre rôle à ce moment-là, de conseiller? Au niveau des droits de l'homme, c'est plus à titre d'observateur que j'ai travaillé à date, jusqu'à peu près un mois et demi, où j'ai produit un document qui interroge les institutions, à savoir, qu'est-ce que vous faites comme travail pour protéger les droits et libertés des Canadiens. Parce que pour le moment, vous faites peu, ou si vous faites quelque chose, c'est pas visible. Donc, il y a un document qui a été envoyé au Bureau du Premier ministre du Canada, Québec, Collège de médecins, Chambre, le Barreau du Québec, la Cour suprême du Canada. C'est toutes ces organisations-là, plus toutes celles des provinces et tout. Donc, c'est une quarantaine d'organisations qui ont été contactées par moi et qui ont à répondre à certaines questions. Très bien. Alors, donc, on a vu que vous avez été député, vous avez fondé le Parti conservateur du Québec, vous avez été gouverneur et ambassadeur de 2 organisations importantes. Et là, peut-être avant de commencer, j'aurais juste aimé avoir un point de vue, parce que ça va être en lien indirect avec notre sujet, qui est donc lié à la Cour suprême. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la pandémie par le Premier ministre, M. Legault, et que pensez-vous du travail de l'opposition, en particulier le Parti conservateur du Québec? Pensez-vous qu'il fait bien son rôle d'opposant? On va prendre, te donner 2 questions. Là. La première question, la gestion faite par le gouvernement. La gestion faite par le gouvernement, je pourrais dire qu'il y a plusieurs étapes dans cette gestion-là. La première partie, où est-ce que
il y a l'inquiétude, c'est-à-dire on ne sait pas c'est quoi la létalité associée au virus. On ne connaît pas les tranches de population qui vont être touchées. Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des adultes? Est-ce que c'est des vieux? Est-ce que c'est les malades? Est-ce que c'est qui? Donc, c'était toutes des questions qu'on n'avait pas de réponse. Donc, la réaction du gouvernement de tout fermer et de prendre le contrôle total, j'étais 100% d'accord avec ça. Et même si le masque, je n'étais pas d'accord, je l'ai porté. J'ai fait mes réserves. On a limité les déplacements. Écoute, en temps normal, je fais au moins une fois par semaine le plein de mon auto. J'ai fait le plein à peu près. Dans le temps que l'essence était à 30 sous, écoute, je ne bougeais plus. Donc, il n'y avait plus de déplacement, il n'y avait plus rien. J'ai fait qu'est-ce qu'un bon citoyen aurait dû faire. Par la suite, l'information a avancé. On a eu plus d'informations, on a su qui était touché, on a su. Et malgré ça, le gouvernement a continué à agir mur à mur et tout le monde était dans la même situation. C'est là où est-ce que là, j'ai commencé à décrocher. Après ça est arrivé le vaccin. J'ai des amis qui font leur cours de médecine présentement, puis ils viennent imprimer leurs documents ici. Donc, j'ai suivi en quelque sorte un peu le cours de pharmacologie clinique qui explique tout le processus de mise en place d'un médicament. Et c'est là que tu vois que pour la COVID, pour des raisons, entre guillemets, d'urgence, eh bien, on a sauté toute une série d'étapes. On a triché sur des chiffres, on a modifié des choses. Et aujourd'hui, à chaque jour, lorsque sortent des documents de Pfizer ou de Moderna, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller et que, bon, la science, on dit toujours la science parce qu'on doit respecter la science. Eh bien, la science dans ce dossier-là a été énormément escamotée. Et alors, votre réaction par rapport à le cas qu'on va étudier maintenant, est-ce que c'est suite à vos réactions et votre, disons, comme citoyen, vous avez vécu comme tout le monde l'isolement, la vaccination, tout ça. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que ça pour vous était comme un apôtre de la liberté individuelle? Comment vous avez trouvé ça? Bon, comme je t'ai dit tantôt, les premiers mois, je n'avais pas argumenté. J'étais plus observateur. J'attendais d'avoir l'information. J'ai travaillé plusieurs années en informatique. Je n'avais pas de problème à être bêta-testeur en informatique, mais quand c'est concernant ma famille et moi-même, j'aime pas être considéré comme une petite souris de laboratoire. Donc, par rapport à la gestion de la crise, bon, j'avais quand même la chance d'avoir une résidence qui me permettait de postuler sur les pieds. Je n'ai pas de jeunes enfants. Bon, Jayden avait 10 ans à l'époque et l'autre avait 12 ans. Maintenant, il y avait 12 ans et 14 ans. Là, ils ont 14 ans et 16 ans. Donc, c'est 2 ans perdus pour eux autres. Je veux dire que j'ai beaucoup de difficultés à les raccrocher à l'école, par contre. Excessivement difficile de les sortir de leur lit, de les faire travailler, de faire le 2 ans de loisiveté qu'ils ont eu est très, très difficile à casser. Je te dirais que mon principal problème aujourd'hui, c'est par rapport à mes enfants, c'est la difficulté de les repartir dans un processus d'apprentissage scolaire et de travail. Les parents sont tous pris avec ce problème, je pense. Alors, je parle beaucoup avec les intervenants sociaux, puis effectivement, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Je ne suis pas vraiment seul dans ça. Alors, est-ce que, croyez-vous que votre bébé, Adrien Pouliot, et ensuite Éric Duhaime... Non, c'est-à-dire, est-ce que le Parti conservateur, à votre sens, a joué son rôle d'opposant d'une façon intelligente ou au contraire, il manquait d'arguments
Ah, je suis bien fier d'être le père du Parti conservateur, effectivement. Et pour la simple et unique raison que, bon, Adrien a fait la suite. Après ça, Éric a pris la relève. Éric a quand même une condition qui est favorable dans le sens que les mesures sanitaires deviennent de plus en plus difficiles à justifier au moment où on se parle, malgré le maintien par le gouvernement Legault de l'urgence sanitaire. Oui, ils ont enlevé le mot, mais ils ont gardé les décrets pour jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est un peu jouer avec les mots. Encore des milliers et des milliers de personnes qui sont sans emploi parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Donc, j'ai un mandat qui s'est terminé justement parce que je n'étais pas vacciné. Donc, c'est ça. La gestion de Éric présentement, c'est bien. Il réussit à additionner les forces qui sont contre les mesures qui sont imposées à la population, effectivement. Il a passé aussi le parti de plus de 55 000 membres. C'est quand même en à peine un an, là, c'est assez exceptionnel. Chapeau, Mais, chapeau. ouais, c'est ça. Merci. OK. Alors là, on va parler d'une chose très importante et qui vous tient à cœur. Donc, c'est. Alors, il y a 2 semaines, vous avez décidé de déposer un dossier à la Cour suprême parce que vous avez décidé de représenter une enfant de 14 ans d'un centre jeunesse. Alors, expliquez-nous, c'est quoi le dossier? OK. Présentement, je travaille, mon lieu de travail, finalement, c'est un ami à moi de longue date qui a plusieurs entreprises. Donc, j'ai été engagé à titre de gérant pour certaines de ces entreprises-là. Et mon patron a un dossier, a un enfant qui, lui, a une déficience intellectuelle importante et qui est placé en centre jeunesse. Le centre jeunesse voulait faire vacciner l'enfant, la mère voulait faire vacciner l'enfant, alors que mon ami décide de ne pas faire vacciner son enfant. Donc, il a un avocat qui le représente. Moi, je ne suis pas avocat du tout, je ne le représente pas. Je suis, entre guillemets, le porte-parole, par contre. Sur ce, on a travaillé surtout à trouver des témoins experts. La grande difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui est prêt à parler à la Cour pour exposer les problèmes qu'il y a par rapport au vaccin, par rapport aux études cliniques qui ont été faites, pour parler des effets secondaires, pour parler de tout plein de choses. Donc, impossibilité. Le Collège des médecins a fait une intervention qui a fait en sorte que les médecins sont complètement neutralisés. Il est impossible de trouver un médecin capable de parler d'une cause par rapport à la COVID-19. Le problème, c'est que cet enfant ne doit pas être vacciné parce que ça pourrait avoir un impact sur sa santé. Bon, la vaccination, les tests faits par les compagnies pharmaceutiques, Pfizer et Moderna, lorsqu'il est arrivé le temps de faire les tests cliniques, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont écarté toutes les personnes qui avaient des problèmes mentaux des études. Donc, les groupes qui ont reçu les vaccins sont des groupes qui étaient en parfaite santé et pas nécessairement représentatifs de la population générale. Donc, compte tenu que l'enfant est médicamenté pour le contrôler, on n'a aucune idée, il n'y a absolument rien qui a été fait par rapport à savoir si ces médicaments-là pourraient rentrer en conflit ou amplifier ou réduire les effets du vaccin. Donc, on est arrivé avec des résultats que on dit oui, il n'y a pas de problème, mais oui, mais basé sur quoi? Il n'y a pas de référence. Et plus que ça encore, lorsqu'il est venu le temps de faire des tests sur les enfants, le groupe témoin était de 50 enfants pour Pfizer. Donc, ils ont vacciné 50 enfants et les 50 enfants, comme de raison, il n'y a personne qui a attrapé la COVID parce que pour réussir à avoir un enfant qui a des complications de la COVID,
il faut monter le bassin à 1 million d'enfants. Et compte tenu, pour avoir un chiffre, OK? Sinon, tu as des fractions. Pour avoir un nombre entier, il faut que tu calcules en millions d'enfants malades de la COVID pour avoir une complication sérieuse de la COVID. Donc, lorsqu'on parle des bienfaits de la vaccination sur les enfants, j'aimerais bien connaître c'est quoi les éléments bénéfiques qu'un enfant a à recevoir le vaccin. Donc le papa ne veut pas vacciner son enfant. Et pourquoi vous faites cette démarche auprès de la Cour suprême? Bon, il y a eu toute une série bon, avant de se retrouver à la Cour suprême, il y a toute une série d'étapes qui doivent être faites. La chance ou la malchance, on peut dire ici, a fait en sorte que la procédure juridique a été beaucoup plus rapide que ce qu'elle aurait dû être. Dans la mesure où le vaccin, lorsqu'on voulait empêcher la vaccination, Pierre, mon patron, faisait en sorte qu'il était toujours en mode accéléré. Donc, on a eu une première réponse, deuxième réponse à la Cour de jeunesse, sur le cours supérieur, la Cour d'appel. Donc, ça allait toujours rapidement. Et à chaque fois, on refusait d'écouter Pierre parce qu'on lui donnait le titre de conspirationniste, de quelqu'un qui croyait pas à la science et quoi que ce soit. Et la difficulté que mon patron avait, ben, c'était de dire, ben, écoute, on n'a pas de témoin expert. Donc, lorsque j'ai été engagé, mon premier mandat a été de trouver des témoins experts. J'ai finalement trouvé un témoin expert de l'Université de Vancouver, en Colombie-Britannique. Donc, on voit déjà que ça a été difficile. J'ai trouvé un deuxième médecin prêt à parler en Alberta. Et après ça, on a trouvé un professeur à la recherche du Centre national de recherche du Canada qui était à la retraite, donc il y avait moins de pression pour parler, ou plutôt il n'y avait pas de pression pour l'empêcher de parler. Et par la suite, on a trouvé une dernière personne qui est une chercheure clinique, elle vient de la Suisse. Donc, on n'a pas été capable de trouver un seul témoin expert au Québec ou en Ontario. Le Collège des médecins a formellement informé tous ses membres que si jamais il y en a un qui parlait autrement que le message officiel, que celui-ci perdrait son droit de pratiquer. Ah. Donc, justement, j'ai fait une émission récemment sur la biocratie de Sidney Touati. Je trouve que ça illustre bien le pouvoir additionnel qu'on impose aux citoyens à partir des enjeux autour de la santé, quoi. Alors, pourquoi la Cour suprême? Comment ça se fait que vous êtes arrivé à ce niveau-là? Parce que vous avez rendez-vous demain, là on est vendredi, le samedi, donc demain, vous avez le 4 juin, vous avez rendez-vous à la Cour suprême. Non. Moi, c'est le congrès qui commence avec Stéphane Blais, qui commence demain matin, samedi, et qui va durer samedi et dimanche. Dans le coin de Je crois que c'était votre rendez-vous avec la Cour suprême, non? Alors expliquez-nous la Cour suprême. C'est quoi l'enjeu avec la Cour suprême? L'enjeu est hyper important parce qu'on va toucher, bon, il y a l'enfant, OK, mais il y a des faits qui sont passablement intéressants. Le fait que l'enfant, malgré ses 14 ans, n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé parce qu'il n'y a pas le jugement, il n'y a pas la capacité de prendre ces décisions-là. Donc, ça revient aux parents et au centre jeunesse. Donc, alors qu'on était dans le processus judiciaire, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y avait eu bon, la mise. C'est quand même important que je vous donne cette information-là. On était arrivé avec les premiers témoins experts, puis il avait été surpris qu'on trouve des témoins experts. Donc, ils ont demandé une semaine supplémentaire pour pouvoir étudier qu'est-ce que nous, on avait comme information. Donc, on a déposé ça. On a dit, OK, pas de problème, on peut attendre une semaine. Le lendemain, notre avocat téléphone pour nous dire que finalement, l'enfant a été vacciné.
le centre jeunesse avait fait vacciner l'enfant. Bon. Donc, ça, c'était un outrage au tribunal. Et nous, on était choqués de voir qu'ils avaient vacciné l'enfant contre la volonté du père, premièrement. Et que malgré qu'il devait y avoir une protection juridique de par le juge, eh bien, ils avaient fait fi de ça. Donc, c'était assez difficile. Et là, la chose aussi, c'est qu'en étant vacciné une fois, eh bien là, ça faisait en sorte qu'il y a comme un chronomètre qui commence parce qu'après un certain délai, ils sont en mesure de donner la deuxième vaccination. Et une fois que l'enfant était doublement vacciné, on tombait dans un débat théorique. Donc, ça veut dire quoi, un débat théorique? C'est que l'enfant étant déjà vacciné 2 fois, eh bien, on ne débat plus à savoir si on le fait vacciner ou pas. Vu qu'il est déjà vacciné, eh bien, c'est un débat, ça devient un débat théorique, savoir qui avait raison ou pas. Donc, de par ce fait-là, on a été poussé à déposer plus rapidement à la Cour suprême, parce que c'était la dernière étape dans le processus juridique pour faire arrêter la vaccination ou de me faire mettre la vaccination en suspens. Donc, le processus, bon, on a déposé il y a de cela 2 semaines. Le centre jeunesse et la mère reçoivent le document qui a été déposé à la Cour suprême. Et par la suite, la Cour suprême leur donne 30 jours pour répondre. Et après ça, nous renvoie la réponse du centre jeunesse et de ses avocats et tout. Et après ça, là, la Cour suprême décide si elle prend le dossier ou pas. Une fois la réponse quand? Elle a à ce moment-là sur des représentations à la Cour suprême. La réponse quand? Pardon? Vous aurez la réponse quand? La réponse, si la Cour suprême accepte d'entendre, ça va être au mois de septembre, d'après moi. Ou septembre. Okay. Bon. Donc, ça va être oui. Mais les gros débats qu'il y a à la Cour suprême sont fondamentaux et là aussi sont importants parce que là où est-ce qu'on est allé, c'est de dire depuis quand on n'a pas le droit de poser des questions à la Cour? Depuis quand on n'a pas le droit d'avoir des réponses à la Cour? Depuis quand que ce n'est pas la balance des arguments, des preuves, la force des preuves qui sont amenées, qui n'est pas pris en compte par un juge? Parce que les juges ont rejeté du revers de la main tout ce qu'on a proposé. Puis en disant que c'était tout simplement des propos conspirationnistes. Donc, en étant des conspirationnistes, eh bien, on méritait même pas d'avoir de réponse. Là, il ne voulait pas regarder les preuves que les experts voulaient. Il n'y avait absolument rien. Ils n'ont même pas regardé. C'est ça que vous avez été obligé d'aller jusqu'à la Cour suprême. Effectivement. Et là, le débat à la Cour suprême, c'est le droit de poser des questions, d'avoir des réponses, et après ça, de débattre, et que celui qui arrive avec les meilleurs arguments, puis avec qui est le plus solide, bien c'est celui qui gagne. On peut dire que... On parle plus juste du dossier de mon patron, on parle du dossier de tous les enfants qui sont au Canada, de l'obligation d'être vaccinés. La deuxième chose, c'est que si jamais on gagne au Canada, cela fait jurisprudence pour l'ensemble du territoire canadien, va servir de référence aux États-Unis et en Europe. Donc, l'enjeu est excessivement important au moment où on se parle. C'est justement la réflexion que je voulais avoir avec vous, parce que si effectivement la Cour suprême accepte de prendre votre dossier et de rendre un jugement, effectivement, ça pourrait servir de jurisprudence, parce que nous, enfin moi j'ai 3 enfants, beaucoup de parents ont été obligés, dans certains cas, de vacciner ou de faire vacciner leurs enfants, ou même des fois sans leur demander leur avis, enfin bref, donc... Alors là, est-ce que vous pensez, juste peut-être pour... est-ce que vous pensez que la pandémie va prendre fin? Comment vous voyez ça? Bon, le premier ministre a eu attrapé la COVID. Est-ce qu'une seule personne a eu peur qu'il ne revienne pas en forme? Et après être revenu, il a dit, ben ça, finalement, c'est un gros rhume. Bon. Éric, prends le YouTube, là, puis remonte à la période de janvier,
remonte à l'an 2000, depuis que YouTube et Internet existent. OK? Et puis, regarde, chaque année, il y a toujours des explosions de grippe à chaque année. C'est sûr et évident que la COVID va tomber, c'est une maladie qui est là pour rester. On a juste besoin d'apprendre à vivre avec. Et on ne pourra pas empêcher les gens de vivre. Ça, c'est sûr et certain. Pour ce qui est de la vaccination, présentement, elle a peu d'effets pour empêcher les gens d'être malades. Elle a peu d'effets dans la transmission de la maladie. Et puis, on parle d'un vaccin qui est une nouvelle technologie, parce que c'est surtout là le débat. On ne parle pas d'un vaccin normal, on parle d'un vaccin ARN messager. Et si jamais on allait vraiment au niveau des mots, OK, on ne devrait pas appeler ça le vaccin de Moderna et de Pfizer, on ne devrait pas avoir le terme vaccin, mais plutôt traitement. OK? Parce que ce n'est pas des vaccins, selon la définition de vaccin. Donc, en partant, en appelant ça vaccin, on trompe une partie de la population. Personnellement, j'ai mon vaccin de la fièvre jaune, j'ai mon vaccin hépatite A, hépatite B. J'ai travaillé en Afrique, j'ai été vacciné. Je comprends l'importance de ces vaccins-là. Mais celui de Moderna et de Pfizer concernant la COVID, j'ai absolument aucune confiance dans ça. Et toutes les cachettes qu'on m'a fait et toutes les choses font en sorte que je suis très, très, très... je le sens pas. Mon sentiment interne fait en sorte que je suis incapable de me faire vacciner. Donc là, votre rôle, c'est pour finir, pour conclure l'entrevue, donc à titre d'ambassadeur, donc vous avez envoyé des lettres aux principales organisations responsables des droits et libertés au Canada. Quelles ont été leurs réactions? Présentement, j'ai eu aucune réponse. Vous le trouvez qu'ils ne sont pas très militants là, pour défendre leurs droits là? Écoutez, je peux te lire les questions que j'ai envoyées. Je comprends un peu que ça devient très difficile pour eux de répondre. La première question, c'était compte tenu que le niveau de létalité de la COVID-19 est nettement trop bas pour décréter une urgence sanitaire. Quelle est votre position sur ce type de gouvernance? Parce que présentement, juste au Québec, on est en gouvernance par décret depuis plus de 2 ans. Selon vous, quelles sont les conditions qui vont permettre de lever l'urgence sanitaire et la gouvernance par décret? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend pour sortir de cette situation-là? Nous aimerions savoir si vous comptez toujours appliquer le Code de Nuremberg dans le paradigme de protection des droits de l'homme. Est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre quelques coercitions? Aucune. Je n'ai pas le droit de te menacer de perdre ton emploi. Je n'ai pas le droit de te menacer de ne pas aller pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voyager, je n'ai pas le droit de faire ça selon le Code de Nuremberg par rapport à un traitement qui est expérimental, parce que la période expérimentale va se terminer en 2023. Donc, présentement, ce qui est donné aux gens est un traitement expérimental. D'ailleurs, le docteur Lavigueur, ici au Québec, avait parlé comme de quoi que les gens n'étaient pas suffisamment informés sur les conséquences de la vaccination. Et écoutez, l'article qui a été produit est absolument, ils l'ont défait complètement. Et le docteur Lavigueur a fermé sa bouche. Autant il était prêt à témoigner dans notre dossier, autant il ne veut même plus répondre à nos emails. Donc, ça a été ça. Quelles sont les conditions de retrait pour le pass sanitaire et empêcher que celui-ci ne devienne un genre de contrôle de la population via une forme de crédit social et ainsi transformer des droits en privilèges? Parce que là, ça, c'est là l'autre question, c'est qu'on vous enlève vos droits pour les rendre comme des privilèges. Un droit, je ne peux pas te l'enlever, mais un privilège, je peux te le donner et le reprendre quand je veux. Donc, on devient de plus en plus vers une société de privilèges et non de droits. Donc, est-ce que vous avez émis des communications officielles concernant votre position sur le traitement de la pandémie par les gouvernements, par les provinces et du Canada,
Si oui, prière de nous en envoyer une copie. Est-ce que vous avez fait des commentaires? Oui ou non? Donc, à date, on n'a pas de réponse non plus. Nous avons eu vent que certaines personnes avaient été emprisonnées lors de manifestations pacifiques. Nous vous serions reconnaissants de nous informer des actions que vous avez prises pour vous assurer que ces arrestations ne soient pas des emprisonnements politiques et que le droit de manifester soit protégé. À date, je n'ai pas eu de réponse de quoi que ce soit. OK. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la situation. On reprendra rendez-vous avec vous éventuellement quand on aura une réponse de la Cour suprême. Et si vous avez tenez-nous au courant si vous avez des réponses des associations responsables des droits et libertés au Canada. Mais je trouve que là, vous menez un combat important et qui concerne un peu tout le monde. Donc c'est pour ça que je voulais vous donner la parole pour qu'on en parle. Alors, merci beaucoup, Monsieur Luc Harvey. Alors, je rappelle, messieurs, dames, que nous étions avec Luc Harvey, donc ancien député conservateur de Louis Hébert, un fondateur du Parti conservateur du Québec en 2012, avant la période d'Adrien Pouliot et celle de maintenant d'Éric Duhaime, qui fait une démarche auprès de la Cour suprême pour essayer de voir quels sont nos droits et libertés, puisque c'est plutôt des questions qu'on envoie, mais en même temps, la Cour suprême, j'espère, pourra se positionner. On attend donc sa réponse. Voilà. Merci beaucoup et à une prochaine fois.